Adieu à Poderosa 2. Les motards deviennent des passagers clandestins. Santiago du Chili, 2 mars 1952. Hier, dimanche, nous sommes allés nous promener en ville. Notre première impression s'est confirmée. Santiago ressemble beaucoup à Cordoba, en plus étendu et en plus moderne. En véritable touriste, nous avons visité le zoo et le musée des beaux-arts. Je suis resté de marbre devant la majorité des tableaux, hormis quelques-uns signés Lyra et Smith. En revanche, les sculptures m'ont fait forte impression. Même si l'influence de l'école française se fait encore sentir, ces œuvres sont très réussies, notamment celle, pleine de caractère, de Rebecca Mata. Dans l'après-midi, nous avons appris qu'une des équipes de water-polo de Cordoba, celle de Sucia, était présente en ville. Son entraîneur, Espero Pérez, était devenu un ami lors de la grève de 1943. Nous sommes allés le saluer à la piscine où devait avoir lieu le match, et nous y avons rencontré une autre vieille connaissance, Negro Liovet, qui jouait au football avec moi en équipe junior et passait ses vacances à Bajada de Piedra. C'est le gardien de l'équipe. Après avoir momentanément quitté nos amis, nous sommes partis en quête de pièces détachées pour la moto sans rien trouver. Finalement, nous sommes convenus de nous séparer de Poderosa 2. Nous avons transformé deux des sacoches en sacs à dos et laissé tout ce qui est resté de notre équipement sur la moto. En la recouvrant de la toile de tente pour la protéger de la poussière et de l'humidité, j'eus l'impression d'envelopper d'un linceul le corps d'une fidèle amie. D'un geste discret, je l'ai doucement caressé, puis me suis éloigné, sombre et chagrin. Un peu plus tard, nous avons assisté au match de water-polo, trépignant et hurlant des encouragements au cas de Sukia. La fête d'adieu qui suivit fut l'occasion de porter un toast à l'heureuse coïncidence de nos retrouvailles, et, même si ce ne fut pas sans un serrement de cœur qu'on nous laissa repartir, au succès de notre difficile mais ô combien enviable entreprise. Très vite, cependant, tout sentiment de tristesse fut balayé par notre bonne humeur coutumière. Valparaiso, 7 mars 1952. Le 4 mars, après avoir salué les joueurs de Sukia et leur avoir remis du courrier pour nos familles, nous sommes partis sur la longue route qui relie Santiago à Valparaiso. Plus de 4 heures durant, nous avons regardé passer devant nous et disparaître au loin d'innombrables camions, jusqu'à ce que l'un des chauffeurs réponde à notre signal, s'arrête sur le bas-côté et nous accepte à bord. Pour allier Valparaiso, il faut passer par deux petites chaînes de montagnes. La première, traversée de jours, nous permit d'apprécier toute la beauté des vallées profondes et verdoyantes, parsemées de petites fermes et de vergers en fleurs ou chargés de fruits en pleine maturation. La route qui sinuait à travers les collines déboucha sur l'autre versant, plus aride et moins peuplé. Nous avons traversé la deuxième chaîne montagneuse de nuit par un froid pinçant, nous obligeant à nous tasser entre les caisses du chargement. De là, nous n'apercevions que la lueur des phares des véhicules venant en sens inverse, nombreux, car ce tronçon de route est très fréquenté. Nous sommes arrivés à destination vers 22 heures. Nous avons salué le chauffeur et, sac au dos, avons commencé à marcher. Le centre-ville se trouve assez loin du point où nous sommes descendus, un quartier sans doute construit sur d'anciens bidonvilles. Nous sommes parvenus jusqu'à un parking pour camions et autocars où se trouvait une baraque vendant du poisson frit et l'inévitable vin chilien. Attirés par l'odeur, nous sommes entrés. Il y avait là un Argentin complètement saoul, dont nous avons réveillé le mal du pays et qui nous a offert quelques verres et du poisson. Le jour suivant, nous nous sommes liés d'amitié avec le tenancier de cette baraque. Quel type formidable! Il est flanqué de deux cuisinières d'un certain âge, l'une quasiment sourde, et l'autre qui ressemble à une sorcière du Moyen-Âge à deux doigts de basculer dans la démence sénile. Elle l'aide, et il les aide, car je ne pense pas que quiconque sinon lui pourrait lui fournir un travail. En même temps, son rire est communicatif et les met de bonne humeur. Il s'amuse des quiproquos causés par la surdité de l'une et taquine l'autre, Rosita, avec des sous-entendus sur ses supposées histoires d'amour qu'elle dément avec une modestie offensée. Il nous a offert le déjeuner et le dîner
pendant toute la durée de notre séjour, le temps que nous préparions notre excursion à l'île de Pâques. Nous risquions de prendre du retard dans notre voyage sud-américain, mais comment aurions-nous manqué pareille occasion? Hier, nous espérions bien rencontrer un monsieur Molina Lucio, seule personne susceptible de nous donner l'autorisation de nous rendre jusqu'à Rapa Nui. Nous sommes retournés déjeuner et dîner dans la petite baraque à poissons. Le tenancier est parfaitement représentatif des gens humbles en général et des Chiliens en particulier. Pas un mendiant, un chien errant ou un chat dont il n'essaiera de calmer la faim avec des restes de poisson. Il veut s'installer en Argentine, pour gagner de l'argent, dit-il, sans se rendre compte qu'on ne devient pas riche avec un cœur d'or comme le sien, car la richesse d'un individu ne s'obtient que par l'exploitation de l'homme par l'homme. Valparaiso est l'une des villes les plus ravissantes et les mieux situées de tout le Chili. En toile de fond, une splendide chaîne de montagnes boisées offrant des paysages de toute beauté. À moins de 40 kilomètres d'ici, les gens peuvent skier toute l'année sur les glaciers. L'ouest de la ville est léché par les vagues d'une magnifique baie qui, à quelques kilomètres au nord, aboutit aux superbes plages de Viña del Mar. En outre, la ville est conçue selon un plan très original. Certains quartiers sont reliés au centre par des escaliers assez raides, d'autres par des funiculaires. Dans la soirée, nous avons exploré certains de ces quartiers, notamment autour du port, avec ses ruelles étroites, où les bars succèdent aux bordels et les marins ivres aux femmes aguicheuses. On se serait cru dans la Casbah d'Alger. Hier, au bureau d'une compagnie maritime, nous avons rencontré le capitaine d'un cargo qui doit lever l'ancre pour Antofagasta. Nous l'avons convaincu de nous prendre comme passagers clandestins et de travailler à bord pour payer notre voyage. Du moins, si la police maritime ne nous découvre pas. À bord du San Antonio, 8 mars 1952. De nouveau, je viens de vivre une de ces aventures qui ne se produisent que lorsque les rêves deviennent réalité. Et certes, rien de tout cela ne me serait jamais arrivé si j'étais resté chez moi à vendre du sirop antitussif. Hier soir, vers 19 heures, après avoir pris congé du tenancier de la baraque à poissons et partagé avec lui les inévitables verres d'adieu, nous sommes allés au port. Nos frusques, nos sacs à dos, et tout particulièrement nos sacs de couchage aux couleurs tape à l'œil, attiraient l'attention des passants, ainsi que du policier de faction à l'entrée des docks. Il nous a demandé où nous allions. Nous lui avons répondu sans sourciller que nous étions membres de l'équipage du San Antonio. Il nous a envoyés au guichet des douanes pour faire fouiller nos bagages. Nous devions avoir l'air honnête, car ils nous ont laissé passer sans aucune vérification. Arrivés sur le quai, nous avons caché notre équipement à l'ombre d'un camion benne rempli de charbon. De la digue, on voyait quelle activité frénétique régnait sur le navire. 500 tonnes de produits variés étaient en cours de chargement. Vivres, ciment, vin, etc. Profitant de cette agitation, nous avons tenté de monter à bord incognito. Mais nous ne cessions de tomber sur l'officier de quart qui, d'après les informations obtenues auprès des marins, était un peu l'espion de la compagnie maritime et ne nous aurait jamais laissé embarquer. La nuit avançait et le quai commençait peu à peu à se désemplir. J'avais l'impression que nous étions observés de toutes parts. À plusieurs reprises, nous avons parcouru le quai sur toute sa longueur, dans les deux sens. Puis nous nous sommes tapis derrière le camion où nous avions dissimulé notre équipement. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur insoutenable. Le policier passa devant nous 3 ou 4 fois, ainsi que les ouvriers chargés d'alimenter les chaudières des grues du quai. C'était tout juste si, en prenant leur sac de charbon, ils ne nous marchaient pas dessus. À minuit, l'officier n'avait toujours pas quitté son poste. À 1 heure, la relève des dockers parut, et Fusser en profita pour aller repérer les toilettes à bord du bateau où nous espérions trouver une cachette. Pendant ce temps, j'allais voir un des grutiers. Par ce froid gelé un pingouin, je ne pouvais plus rester immobile. Je m'arrangeai pour qu'il me propose de monter sur sa machine. Lorsque Pelao revint de sa mission de reconnaissance, je lui fis signe de me rejoindre près de la chaudière, où, jusqu'à 5 heures du matin, nous nous sommes offerts un petit somme. Au lever du soleil, une nouvelle équipe vint relever la précédente. Mais l'officier de garde restait toujours aussi immobile et pétrifié que le grand mât du San Antonio. L'équipage se présenta au pied du navire vers 9 heures. Nous avons profité du temps que mettait la passerelle à descendre pour nous glisser dans la file d'attente. Quand enfin nous nous sommes retrouvés à bord,
Nous avons dissimulé nos sacs sous la bâche de protection d'un canot de sauvetage avant de filer aux toilettes. Notre première impression n'était guère encourageante. Les toilettes étaient hors service, les cuvettes bouchées débordaient de merde, mais ce n'était pas le moment de jouer les précieux dégoûtés. Nous avons verrouillé la porte. Nous n'osions même pas respirer. Quand quelqu'un frappait à la porte, je criais Occupé et on nous laissait tranquilles. Les minutes s'étiraient, aussi lentes qu'un couple d'amoureux rentrant à la maison après le cinéma. Notre nervosité allait croissant. Et pourtant, nous savions que le capitaine ne dirait rien, et qu'au pire, si nous étions découverts, nous serions renvoyés à quai. J'imaginais dans quel état devait se trouver le réfugié qui, fuyant les persécutions, risquait la mort s'il était pris. Aux environs de 11 heures, les turbines se mirent en marche, mais notre jubilation silencieuse tourna court. Les moteurs ralentirent peu à peu, jusqu'à s'arrêter. Entre-temps, d'autres marins étaient venus frapper à la porte, mais, par chance, s'étaient rabattus sur les toilettes voisines. Enfin, sur le coup de midi, le coup de sifflet perçant annonçant que les moteurs allaient démarrer s'est à nouveau fait entendre. Ensuite, ce fut le grincement de la chaîne de l'ancre, et enfin, nous avons senti le San Antonio bouger. La trace jaunâtre que nous apercevions par le minuscule hublot se mit à glisser lentement, puis de plus en plus vite, jusqu'à être remplacée par le bleu du ciel et des fragments de coques de bateau. Alors nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre, fous de joie, même si nous craignions toujours d'être découverts. Je passai la tête par le hublot pour saluer la baie de Valparaiso. Un gigantesque cortège de mouettes faisait office de haie d'honneur. Elles volaient au-dessus de nos têtes, semblables à des mouchoirs agités en signe d'adieu, accompagnés de pélicans qui nous souhaitaient bon voyage avec des cris rugueux, mais pas moins affectueux. Après 2 heures de navigation, poussés par la faim et l'odeur pestilentielle des toilettes, nous avons décidé d'aller nous présenter sur le pont. Nous avons d'abord fait un tour en cuisine, où un cuistot nous a donné à manger, pain, oignons crus et café. Le capitaine nous a ensuite appelés sur le pont pour nous y offrir un petit aperçu de ses talents de comédien. Nous ayant adressé un énorme clin d'œil lorsque nous gravissions la passerelle, il a arboré une mine qui se voulait sévère, mais qui était surtout comique, puis s'est exclamé Mais qu'est-ce que vous fichez ici? Vous ne vous rendez pas compte que votre présence sur ce navire est compromettante pour ses officiers? Et il nous fit ainsi la leçon pendant de longues minutes, en multipliant les réprimandes. Puis il appela le maître d'équipage et lui annonça Je place ces messieurs sous votre responsabilité. Je peux difficilement les flanquer par-dessus bord à présent, mais veillez à ce qu'ils ne se tournent pas les pouces pendant la traversée et qu'ils s'installent où ils peuvent. Et du travail, on en eut sur le champ. Je fus envoyé en cuisine, et Fusser se retrouva à nettoyer les toilettes. En l'espace de quelques minutes, j'avais un torchon entre les mains, et j'essuyais assiette et couvert. Ensuite le cuistot me donna des oignons à peler. À cet instant, le San Antonio s'est mis à tanguer, et mon estomac à se retourner. J'ai alors dû sortir prendre l'air sur le pont, toujours avec mon seau et mes oignons. Pelao, pour sa part, en avait déjà terminé avec son odorante corvée, et en profita pour me prendre en photo, pleurant toutes les larmes de mon corps. À bord du San Antonio, 9 mars 1952. La nuit dernière, après avoir briqué la cuisine jusqu'à ce qu'elle resplendisse, le steward et le cuistot ont décidé de nous presser jusqu'à la dernière goutte. Nous sommes montés prendre le frais sur le pont. Dans la lueur fluorescente de la lune sur la mer, pour la première fois de ma vie, j'ai pu voir des poissons volants. Quand ils jaillissent de l'eau, on dirait des fusées d'argent. C'est splendide. Tous les marins dormaient déjà lorsque nous avons avisé l'unique lumière encore visible sur le pont. Nous nous sommes approchés. C'était le capitaine, en train de disputer une partie de canasta avec un officier et le radio. Nous nous sommes montrés, et lorsqu'ils ont su que nous savions jouer, ils nous ont proposé de nous joindre à eux. Pelao, qui excelle à ce jeu, a très vite gagné 3 manches d'affilée. Quoique bien décidés à nous battre, ils n'y sont jamais parvenus. Aux environs de 2 heures, le capitaine eut une fringale et fit réveiller le cuistot.
Quand ce dernier vit que parmi les gens qu'il servait se trouvaient ses deux subordonnés, il devint livide et insista pour que nous venions l'aider. C'était rigoureusement impossible, car nos adversaires commençaient à l'avoir saumâtre et voulaient absolument prendre leur revanche. Ils ne nous auraient jamais laissé nous éloigner de la table. Le cuistot revint peu après avec 5 omelettes, plusieurs bouteilles de vin et une humeur massacrante. Nous avons mangé notre omelette, bu nos verres de vin et commencé à perdre. Je ne sais d'ailleurs pas si c'était à cause de la digestion ou de peur de nous retrouver à l'aube toujours en train de jouer sans que nos adversaires aient gagné une seule partie. À bord du San Antonio, 10 mars 1952. Comme on pouvait le craindre, après la tension de la veille et le vin de cette nuit, j'ai dormi comme une souche et n'ai pas entendu le steward ou le cuistot m'appeler. Quand j'ai franchi le seuil de la cuisine, j'en étais quitte pour m'écraser et encaisser tous leurs reproches. Je me suis consolé en contemplant la sereine beauté de la mer et en apercevant, c'était encore la première fois de ma vie, un couple de cachalots, soufflant un jet d'eau à plusieurs mètres en l'air. J'ignorais qu'à cette latitude on pouvait croiser des cachalots ou toute autre sorte de baleine.